Nous l'avons dit tout à l'heure avec Fatima en préambule, la question de la violence est une question fondamentale et j'aimerais aujourd'hui donc vous inviter tous les trois à nous exposer vos différents points de vue et nous allons également agrémenter notre débat par quelques petits extraits vidéo qui vont essayer également de donner des clés de compréhension par rapport à cette chose qui est complexe, qui s'appelle la violence. J'aimerais commencer, honneur à vous, Laïla, pour essayer de savoir quelle définition vous pourriez donner sur cette notion de la violence. Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu tellement vulgarisé, quelque chose qui est devenu tellement abstrait, ou bien au contraire, on peut s'en décentrer et puis essayer de trouver des formes beaucoup plus concrètes? Je pense qu'à l'origine, il y a la question de l'altérité et de l'humanité. Alors effectivement, à premier abord, on pourrait se dire mais comment, pourquoi? Je pense que la première violence humaine que chacun confronte, c'est la violence sociétale, c'est-à-dire le fait d'être confronté à l'autre, à ses différences. Et c'est de là que naissent toutes les violences que l'on peut voir. Alors effectivement, je me souviens comme ça de la phrase de Sartre qui disait que toute violence se fait contre-violence, et en fait une riposte à la violence de l'autre. Je pense que c'est le cas pour toutes les violences, même pour les violences qu'on peut considérer comme destructives, dominantes, qui n'ont pour but que la terreur. Je pense que cette violence-là est souvent due à la violence de la confrontation à l'autre. Et c'est de là que doit partir cette réflexion, d'après moi. D'accord. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que cette violence est légitime en toutes circonstances? Je pense qu'il y a des violences, certaines violences sont constructives. Je pense sincèrement que certaines violences sont existentielles même. La violence, notamment, je reviens à cette confrontation à l'autre, la violence de l'altérité est existentielle. Elle nous permet soit d'avoir une réflexion constructive, soit d'avoir des actions destructives. Alors moi je vois bien existentiel, mais dans les faits, il y a quelque chose qui se raccroche à la vie concrète et on va regarder un premier essai vidéo qui concerne une partie musicale avec une voix que vous connaissez très très bien. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Thomas Vescovi, quand vous entendez ça, est-ce que là on est dans une violence existentielle? En fait, d'abord, il faudrait commencer par définir, on l'a pas fait, il me semble, le mot de violence en fait. Si on, Alors, prend, faites-le. si on prend le petit Robert, on ouvre, on lit, la violence, c'est une atteinte volontaire à l'intégrité physique de quelqu'un. Actuellement, et on rebondit par exemple sur ce que vient de dire l'abbé Pierre dans cette vidéo, aujourd'hui, on a chaque année 1000 milliards de dollars dépensés en dépenses militaires, dont 47% par les États-Unis d'Amérique. Si on prend le programme des Nations Unies pour le développement, on peut constater qu'un investissement de 85 milliards de dollars pendant 10 ans chaque année peut par exemple supprimer l'analphabétisme, faire bénéficier à toutes les femmes du monde des soins obstétriques et gynécologiques, faire en sorte que toute la population du monde ait accès à l'eau potable. Supprimer les dettes des pays pauvres, c'est 30 milliards de dollars. Il faut comprendre là qu'en fait la violence d'abord c'est quelque chose qui est permanente, à savoir qu'on a un système qui est violent, foncièrement violent. Est-ce que la violence est constitutive de l'existence humaine? Là on va entrer dans des grands mots, mais en tout cas on peut dire clairement que la violence elle est constitutive en tout cas actuellement de notre système tel qu'il est aujourd'hui. Mais ce qu'il faut préciser exactement c'est que dans ce système où la violence est permanente, où on a un rapport de dominant-dominé quasiment dans toutes les sphères sociales, on ne peut pas imaginer que la libération, quand elle est radicale et quand elle est contre un système, elle puisse se faire de manière pacifique. Ou en tout cas de manière, disons, au fond d'un canapé, tranquillement, en train de siroter une bière. Ou autre chose d'ailleurs. Alors, entendu, très bien. Ça veut dire que la violence de l'oppresseur et la violence de l'opprimé se nourrissent toutes les deux. Ah non, évidemment que non. Non, non. Ce qu'il faut comprendre, et là en fait, il faut qu'on arrive à éviter le cercle vicieux et de cette espèce de renvoi dos à dos de l'opprimé et de l'oppresseur. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que vous avez dans la violence entre le dominant et le dominé
un caractère très simple. C'est que finalement, le dominant a des possibilités presque innombrables de dominer l'autre. Or, le dominé, il fait avec ce qu'il a. La violence, c'est pas un choix. Et ça, c'est une erreur. C'est pas un choix. C'est pas un choix de se dire un matin, je vais être violent, demain, je vais être non violent. C'est face à une oppression très concrète, on agit avec les moyens qu'on a. Maintenant, l'histoire nous a montré que parfois, évidemment, dans certaines luttes, on peut avoir, avec le temps, disons, un regard plus critique sur la manière dont certains peuples ont voulu lutter. Mais dans le concret, dans l'espace social tel qu'il est aujourd'hui, et les exemples sont pareil innombrables, de Frantz Fanon à Mandela en passant par Malcolm X, Martin Luther King, ils ont tous fait Alors, avec le justement, contexte. vous donnez des références. Il existe bien une alternative à la violence. L'histoire l'a montré. Mais c'est la non-violence. Mais la question qu'il faut comprendre là-dedans, et c'est là l'erreur, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de Martin Luther King, on nous vend Martin Luther King comme I Have a Dream et le noir lyrique qui parle à Washington. C'est pas ça du tout. Il parle dans un contexte. Et même Gandhi, qu'on prend comme exemple de la non-violence, Gandhi n'exclut pas la violence. Gandhi d'ailleurs dit une phrase où il dit un lâche n'a aucune chance de devenir courageux, en revanche un violent peut devenir non-violent. Et ce qu'il faut comprendre auprès de Gandhi, c'est qu'il parle dans un contexte très précis qui est celui de vouloir mettre l'État dominateur, l'État britannique, en face de ces contradictions, à savoir que les Britanniques arrivent en Inde en se proclamant droits de l'homiste, libéraux, etc. Gandhi va agir de manière non violente en disant que finalement, en agissant de manière non violente, on va bloquer le système. Lorsqu'en revanche, les Syriens en mars 2011 sont face à Bachar al-Assad et qu'ils se font réprimer, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas se laisser massacrer. Et est-ce qu'on peut imaginer par exemple que les Vietnamiens aient pu agir pacifiquement face à l'armée américaine? Est-ce que les Français auraient pu faire des sit-ins sur les Champs-Élysées quand Hitler est arrivé? Évidemment que non. La violence était une obligation face à l'oppression. Elamine Soum, un petit mot sur ces deux interventions déjà qu'on vient d'entendre sur cette question de la définition de la violence et aussi dans le rapport des forces qu'il peut y avoir entre dominant et dominé. D'abord, je souscris à cette idée que c'est violence au pluriel. Effectivement, les violences, elles sont différentes. En France, on parle plus de violence sociale que de violence, on va dire, comme dans tout un tas de pays. Si on prend l'exemple d'Amérique latine, 40% des homicides mondiaux sont commis là-bas, c'est 8% de la population mondiale. Donc c'est une zone où il y a une extrême... 40% des homicides mondiaux sont en Amérique latine. Du Mexique jusqu'à la Terre de Feu. Ensuite, nous, en Europe de l'Ouest, on est dans des sociétés extrêmement pacifiées. Si on parle d'homicide, si on parle de violence, d'atteinte à la personne, je vais faire un peu de sociologie, c'est ce que Norbert Elias appelait le processus de civilisation. Progressivement, dans nos mœurs, on a pacifié nos mœurs. C'est-à-dire que pendant longtemps, au Moyen-Âge, par exemple, ce qu'on commettait, pour ceux qui disent que la famille c'était mieux avant, le parricide, l'aîné tuait le père pour récupérer les terres. C'était dans les campagnes françaises. Le 19e siècle, et tous les auteurs qu'on a pu étudier, par exemple Alexandre Dumas, pratiquaient le duel jusqu'à la mort. C'est-à-dire si on a un problème tous les deux, on va se confronter, puis un des deux va mourir. Le dernier duel de l'histoire de la République française, c'est 1967 avec Gaston Deffer, qui était le maire de Marseille, face à un député de Paris. C'était un match OM-PSG, c'est Marseille qui a gagné, comme toujours. Et donc, ça, progressivement, eh bien, c'est ce qu'on appelait la pacification. Et ce qu'on a en France aujourd'hui, c'est autour de 1000 homicides par an. Et le premier facteur de crime, c'est le crime passionnel. Donc c'est une violence domestique. C'est des femmes qui tuent des hommes. Et quelques femmes, ça reste une minorité, qui tuent leurs compagnons, leurs maris, etc., etc. Donc processus de pacification, ce qui n'a pas touché toute la planète. L'Amérique centrale, le Brésil, le Mexique du monde qui ont échappé complètement à la pacification et qui connaissent encore des soubresauts. Aujourd'hui, l'Algérie des années 90, 150 000 morts, ça a été une guerre fratricide à huis clos fermée. Donc la réalité, c'est que les sociétés peuvent basculer dans la violence, ou le cas de la Yougoslavie, qui est à quelques heures de Paris. Donc la bascule, elle est réelle. Et ensuite, il y a des violences de grandes intensités. Si vous prenez la société américaine, je prenais l'exemple du Brésil ou le Mexique, 80 000 morts en 10 ans, une guerre entre des narcotrafiquants, un État dans l'État contre l'État, il y a 100 millions d'habitants. C'est un taux d'homicide hallucinant, ou le Venezuela, ou encore, il y a tout un tas d'exemples. Donc il y a des violences au pluriel. Maintenant, après, je ne sais pas de quel type de violence on veut parler, de violence politique, de violence légitime, de limite dans le temps de la violence. Quand on combat, quand par exemple Ho Chi Minh, le leader de l'indépendance du Vietnam, décide de prendre les armes et déclare l'indépendance, il sait que ça va s'arrêter à un moment, parce qu'il dit aux Français, vous allez nous tuer 10 bonhommes, on va vous en tuer un, mais on va finir par vous battre. Donc la violence, elle est inscrite dans une temporalité. Le but, c'est l'indépendance. Une fois qu'on a l'indépendance, en Vietnam, ça s'est décidé différemment. Il y a eu une deuxième guerre derrière, encore plus violente que la guerre contre les troupes françaises. Eh bien, il y a une question de temporalité et d'objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre derrière Alors, temporalité, objectif, oui. C'est pas. Et puis des espaces qui sont différents, des espaces qui n'ont rien à voir. Intermédiaire. Complètement. Et juste aussi sur l'histoire sur le temps long,
l'homme a domestiqué une des violences les plus terribles, et parfois la nature nous le rappelle, c'est la violence du climat ou encore des animaux dans certaines zones du pays. Tout à fait, dans certaines zones du pays, il y a des gamins, si vous prenez l'Afrique australe, qui partent à l'école, ils savent qu'ils peuvent se faire agresser par des animaux. C'est une réalité, c'est-à-dire que là, il y a une violence qui nous échappe parce qu'on est dans un confort petit bourgeois d'occidentaux. Voilà, on est un petit peu loin. Où il y a une autre forme de violence, qui est celle-ci, en fait, sociale. Déjà, c'est de résister au climat, de résister à l'environnement, de résister parce qu'on n'a pas réussi à domestiquer cet environnement. Et d'ailleurs, quand on regarde les cartes des migrations, les gens migrent là où il y a moins de violence. Regardez aujourd'hui les cartes, en tout cas avec les flux le migratoires nombre de guerres. Voilà, exactement ça. L'Amérique centrale, le Mexique, les flux vont vers le nord, vers les États-Unis. Là, il ouvre sur la façon dont on peut envisager la violence comme une étape intermédiaire et non pas comme une finalité. Justement, j'allais y venir. On a cité notamment les exemples de guerre, de conflits, que ce soit en Palestine ou en Syrie. J'aimerais quand même me poser la question de qu'est-ce que la violence finalement dans ces conflits-là. C'est-à-dire que quand on est dans une condition où on doit survivre, est-ce vraiment de la violence ou plutôt un instinct de survie ? Parce que je pense que justement quand on revient à la définition, quand on parle de violence, il y a aussi cette notion d'aveuglement en fait, d'agir simplement pour détruire, agir pour installer la terreur. Tuer pour tuer. Tuer pour tuer, absolument. Alors effectivement, ça ne veut pas dire que quand on est dans une démarche de défense, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber dans le piège de la vengeance et de la terreur. C'est pas ce que ça veut dire. Mais en instinct, je ne pense pas qu'on puisse parler de cet instinct-là comme de la violence. La violence, c'est le fait de dévaster, de détruire, d'installer. C'est ça, c'est d'installer un état de chaos total. Et c'est ce qui se passe, que ce soit en Syrie actuellement, quand on voit justement cette logique de répression sans fin, qui n'a ni début ni fin. Enfin, c'est assez terrible. Finalement, est-ce qu'on peut dire que ces populations-là qui prennent les armes sont dans la violence ? Elles sont dans la violence de toute manière dès le départ. Elles sont dans cette violence dès le départ. Thomas Vescovi, est-ce qu'on peut, dans la nature de la violence, qui peut revêtir une forme de survie, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de libération, de quelque chose qui est salvateur ? La violence est salvatrice. La violence est salvatrice. La violence du dominé est salvatrice. Ce qu'il faut comprendre avant, c'est qu'ici, il faut poser aussi une autre base que je voulais te faire tout à l'heure, c'est qu'on a dans nos mentalités, en tout cas nous, qui sommes, en tout cas je pense nous deux, qui sommes des enfants, et Yamine aussi, des enfants du 11 septembre 2001 quelque part, on a des sociétés qui sont aujourd'hui très clairement bloquées, en tout cas en Occident, par la violence. À savoir que la violence rimerait forcément avec le terrorisme. Et dans nos médias aujourd'hui, le problème c'est qu'on nous vend une espèce de haine contre la violence, sans se rendre compte que cette haine de la violence, finalement, elle sert l'asservissement et la domination. Et on prend un exemple très concret qui moi m'a beaucoup parlé, peut-être qu'il y aura une vidéo après, je ne sais pas. Les salariés d'Air France récemment qui ont fait la une des médias. Alors est-ce que les salariés d'Air France sont des terroristes ? Mais absolument pas. Le problème c'est que ils ont recours à la violence. Mais on nous montre la face immergée de l'iceberg, comme on dit. C'est-à-dire que si dans un rapport social au sein d'une entreprise vous avez un dialogue permanent entre le patron et les salariés, évidemment qu'on aura des conclusions en dialogue. Lorsqu'on a un mépris permanent entre le patron et le salarié, comment voulez-vous qu'à un moment on n'expose pas ? Et d'ailleurs, je dis que c'est salvateur. Pourquoi ? Parce que dans le cas concret qu'on a avec les salariés d'Air France, on a un exemple assez intéressant. C'est celui finalement d'une population ou d'une classe ouvrière qui est soumise par un système capitaliste, à savoir qu'ils ont sûrement des crédits, ils doivent payer les maisons, les parents ou les enfants veulent des cadeaux à Noël et ils doivent avoir leurs vacances. Et ces gens-là, à un moment, décident de dire qu'ils en ont marre, ils ne sont plus en gros des larbins du système, ils reprennent leur vie en main, leur destin en main. Alors évidemment, ça peut nous choquer à nous, ils prennent des claques. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que leur quotidien à Air France, c'était des claques en permanence, mais des claques que les médias ne montrent pas. Parce que les médias, évidemment, dans ce cadre-là, les grands médias dominants, servent un certain intérêt. Mais quand on dit que la violence est salvatrice, elle est salvatrice également, par exemple, pour le colonisé. Lorsqu'un Palestinien lance une pierre, c'est pas simplement un élément où il marche dans la rue, il prend une pierre, il la jette. C'est qu'en permanence, le quotidien d'un colonisé et du Palestinien, c'est une violence envers le colon, envers le soldat, envers tout. Et donc dans ce cadre-là, quand on décide de dire je ne suis plus dominé, je vais me relever, je prends une pierre, je la jette, c'est pas parce qu'il n'a pas d'autre chose, il a la pierre à côté de lui et il va faire face aux soldats. Donc c'est une violence qui est une réponse à une autre violence. Non, c'est d'abord une violence pour conquérir sa dignité. C'est ça qui est essentiel, c'est conquérir sa dignité. Ensuite, l'après, évidemment, c'est ensemble qu'il faut la construire. Et sur ça, on peut sortir du coup de ce dogme tout de suite de violence, non violence ou pas. C'est que Fanon, comme Malcolm X ou Martin Luther King, il y a un élément qui le rejoigne, violence ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il y ait une éducation derrière et que ce soit réfléchi. Et qu'on ne tombe pas dans le chaos. Comment ? En ayant une espèce d'auto-limitation.
C'est-à-dire qu'en gros, il faut absolument qu'on ne tombe pas dans la même violence que l'autre. C'est pas parce que le système torture qu'on doit torturer aussi. Parce que si on torture, on est comme l'ennemi. Et si on est comme l'ennemi, quand le système ensuite on mettra en place de libération, il sera finalement identique à celui qui nous a oppressés auparavant. S'auto-nourrit. Il s'auto-nourrit dans On va voir un deuxième extrait vidéo Merci. concernant donc le film Concerning Violence. Et on va revenir juste après avec Elia Missoul. Decolonization is the meeting of two forces, opposed to each other by their very nature. Their first encounter was marked by violence, and their existence together, that is to say, the exploitation of the native by the settler, was carried on by the impact of a great array of bayonets and cannons. In decolonization, there is therefore the need of a complete calling into question of the colonial situation. If we wish to describe it precisely, we might find it in the well-known words, "The last shall be first, and the first last." Decolonization is the putting into practice of this sentence. That is why, at a descriptive level, all decolonization is successful. The naked truth of decolonization evokes for us the searing bullets and blood-stained knives which emanate from it. For if the last shall be first, this will only come to pass after a murderous and decisive struggle between the two protagonists. That affirmed intention to place the last at the head of things can only triumph if we use all means to turn the scale, including, of course, that of violence. En pleine nature, et avec ce contraste flagrant d'hommes armés qui vont donc dans la brousse comme ça, pour essayer de défendre quelque chose et utiliser la violence. Est-ce qu'on n'est pas dans un paradoxe où justement la nature est là pour pacifier les comportements et finalement on est toujours en fait dans un rapport de domination? La nature, elle est violente. Hein. Quand on regarde la chaîne alimentaire, il y a de la violence. Hein. Enfin, je veux dire, la nature, elle n'est pas, enfin, il n'y a pas de paix dans la nature. Il y a une chaîne alimentaire et nous, on est dans la chaîne alimentaire. On a des canines. Mais ces images sont intéressantes parce que au XXIe siècle, ce qu'on oublie, parce qu'on parle effectivement la crise syrienne, palestinienne, il ne faut jamais opposer les conflits ni rentrer dans un décompte macabre, hein, parce qu'on entend souvent dire... Il ne faut pas les hiérarchiser. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on entend souvent dire il n'y a eu que 60 000 morts en Palestine, il y en a eu 800 000 entre l'Iran et l'Irak. Un mort est un mort, une barbarie est une barbarie. Maintenant, il ne faut pas nier qu'il y a des dimensions politiques à ce qu'on veut mettre en avant. Les populations qui sont en train d'être massacrées aujourd'hui sous silence, il y a un silence des intellectuels, d'ONG, tout ça, ce sont les populations indigènes. Elles n'ont aucun moyen de se défendre. Ce sont les aborigènes d'Australie, ce sont les indigènes d'Amazonie, des États-Unis, du Canada, n'en parlons pas. Les Papous en Indonésie. Les chasseurs-cueilleurs. Ouais. Les chasseurs-cueilleurs, où bon, ils ont changé un peu leur mode de vie, ils font un peu d'agriculture, etc. Donc c'est des populations qui sont complètement en train d'être liquidées, qui nous rappellent tout un tas de choses. Justement, tout à l'heure, on parlait d'aliénation du capitalisme, où les rythmes de la nature sont respectés, parce qu'il y a une cohésion dans la nature. Et donc ça, ce sont des violences aujourd'hui, et ce sont des témoignages sous nos yeux d'un monde qui est en train de disparaître, d'un monde... voilà, on sait très bien qu'il y a eu des choses qui s'appellent le progrès, hein, la vaccination, toutes ces choses-là ont permis aujourd'hui d'augmenter l'espérance de vie. Donc ce n'est pas une vision un peu fantasmée, mais ces populations-là, parce qu'il n'y a pas de lobbying politique, parce qu'elles n'intéressent finalement personne, elles ne sont pas l'objet d'enjeux. Les Papous, par exemple, ils sont en train d'être massacrés par le gouvernement indonésien avec l'aide des grandes entreprises américaines pour exploiter leurs richesses. Bon, c'est un schéma classique, ça. Ensuite, il faut faire attention aussi aux implications politiques de la violence. On a eu toute la période des guérillas à l'époque du conflit entre l'Est et l'Ouest, de la guerre froide. Et aujourd'hui, on a assez de recul pour savoir que, par exemple, ce qui s'est passé lorsqu'on a placé le Shah en Iran, il y a eu semblant de violence, on a changé de régime, on a dégagé Mossadegh qui avait nationalisé les richesses d'Iran pour installer un espèce de pouvoir fantoche. C'est la même chose qui s'est passé à Cuba en 1898, les Américains prétextant une espèce de manipulation
contre un navire américain interviennent et prennent possession de l'île Donc ça, c'est jusqu'à la dimension révolution cubaine. cyclique. Non, ça c'est la dimension politique. Il faut faire attention que derrière, il y a des enjeux, y compris dans ce qui se passe un petit peu actuellement dans le monde. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de ce qui se passe au Yémen, il y a un bombardement d'une coalition arabe avec des pays comme l'Arabie Saoudite qui vient de signer des contrats avec les autorités françaises. Un pays comme le Maroc intervient. Est-ce que le Maroc aujourd'hui n'a pas d'autre priorité que d'utiliser des armes, cet argent qui est investi dans l'armement, tout en sachant que l'armement aujourd'hui, quand on prend tous les business, l'armement, la prostitution, la drogue, ça représente à peu près le même volume que le reste de l'économie entre guillemets légale mondiale. Et donc il ne faut pas nier qu'il y a des enjeux politiques et que quand on a le recul historique pour savoir ce qui s'est passé à Cuba, ce qui s'est passé en Iran et peut-être demain ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, on aura assez de recul pour se dire effectivement, bon après on va accuser tout ça de complotisme, tout ce que vous voulez, mais il y a des zones du monde qui sont des marchés pour écouler des marchandises, des marchés pour écouler de l'armement, sans nier qu'il y a des dimensions locales. Et dedans, vous avez tout un tas d'enjeux, c'est l'objet du deuxième débat, des ONG, etc. Un exemple aussi, ce qui s'est passé sur la guerre du Biafra. La guerre du Biafra, une région du Nigeria, ça a été un des exemples clés de l'intervention française où on a manipulé l'humanitaire. Il y avait une crise effectivement dans cette région où il y a du pétrole. On a armé des rebelles via le Gabon pour essayer de faire sécession et puis bien évidemment de dealer des contrats. Et donc il ne faut jamais aussi perdre de vue de l'analyse. Une fois de plus, je vois venir ces idées de complot, tout ça. Parce que les complots existent, c'est une réalité. Je veux dire, il y a des choses qui se décident en coulisses. Et quand on voit le poids, par exemple, de l'armement, et qui sont les principaux fournisseurs en armes, eh bien, il y a cette question aujourd'hui qui se pose. Et il y a des pays qui sont malheureusement des marchés pour les armes. Thomas Vescovi, un mot là-dessus ? Surtout, rebondir sur une chose que tu as dit, ça a été par rapport au fait que les complots existent, des choses se passent en coulisses. J'ai envie d'être encore plus affirmatif que toi, à savoir que si aujourd'hui on fait l'effort intellectuel de lire les rapports de la Banque mondiale ou du FMI, c'est pas en coulisses, c'est très clair. Il y a une volonté très claire, non pas de pression, mais en tout cas de privatisation de certains éléments naturels dans divers pays du tiers-monde afin d'obtenir des besoins. Et quand on prend par exemple différentes luttes qui ont été menées, que ça soit aujourd'hui, tu as parlé du Nigeria, on parle aujourd'hui de luttes même à Cuba ou dans d'autres pays d'Amérique latine. Et des violences au Congo également. Et des violences au Congo, exactement. Tu as une volonté là-dedans très claire de la population aussi de remettre la main sur ses richesses. Et on oublie souvent ce caractère-là, à savoir, on a parlé aussi de l'Iran récemment, la révolution iranienne 79, c'est ça aussi. Au-delà du caractère religieux, c'est aussi vouloir remettre la main clairement sur le pays qui était vendu aux Américains. Et la révolution cubaine aussi. Ça, c'est qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que on a, et j'insiste sur ça parce que c'est fondamental, c'est de comprendre la partie qui est encore émergée de l'iceberg, d'accord, qui est encore en dessous. Et quand on la comprend, on se rend compte qu'en fait la violence, elle est en permanence, elle est constitutive, comme tu as dit tout à l'heure, mais la réponse à avoir en face, et je pense qu'on va y venir ensuite, c'est par divers moyens, mais qui doivent rester dans un cadre collectif. Mais là, est-ce que la violence finalement est un régulateur de l'histoire ? Un régulateur de l'histoire, je n'irai pas jusqu'à affirmer ça. En tout cas, ce qu'on peut constater, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, ce que les deux interlocuteurs ont dit, c'est que au-delà de l'enjeu, la violence c'est aussi un instrument politique. Et ça c'est important, parce que quand on regarde aussi, je reviens à la question syrienne parce qu'elle est extrêmement d'actualité et c'est ce qui me vient en tête à premier abord, c'est que on parle souvent de solutions politiques. C'est quelque chose qu'on entend sur tous les plateaux télé actuellement, c'est que la solution doit être politique, la solution doit venir de l'intérieur. Alors moi j'aimerais bien savoir comment une solution peut être politique quand un pays est dans le chaos. Et ça c'est une question qui doit se poser de façon imminente. Parce que quand on est dans une situation de chaos, quand on est déjà dans la violence, on ne peut pas poser le débat politique. Et c'est un cercle vicieux en fait finalement, parce que d'un côté on nous dit qu'il faut que la solution soit politique, mais la solution ne peut pas être politique si le pays continue à Alors de sombrer quelle nature elle peut être la solution ? La solution doit être politique, mais pour qu'elle soit politique, il faut que la violence s'arrête en fait. Et c'est ça le cercle vicieux. Et c'est pareil dans tous les enjeux. Là on parle d'une situation de guerre, mais on peut parler justement de cette image dont on a vu, la chemise arrachée. C'est la même chose quand Thomas disait que finalement ils étaient déjà dans la violence avant même cet acte visible. Finalement, ça revient à la question de la communication et c'est de la visibilité, les images qu'on montre sans cesse. Effectivement, ça peut choquer cette chemise arrachée, mais il y a des choses beaucoup plus insidieuses qu'on ne voit pas forcément. Et ça, ça revient à la question du débat politique, justement. Finalement, est-ce que la violence n'est pas aussi une façon de camoufler ce qui se passe dans les coulisses également ? Je reviens à cette image de Daesh, des rebelles, de Hassan. Finalement, ça arrange pas mal de monde de se dire que c'est le chaos dans ce pays. Et c'est souvent ce qu'on nous dit maintenant, c'est finalement on ne comprend plus rien. On ne sait plus ce qui se passe. Et je pense que c'est là où on voulait en arriver dès le départ.
C'est ne plus rien comprendre pour qu'il n'y ait plus précisément de débat politique et de solutions politiques. Alors c'est à ce moment-là, justement, je ne dirais pas répondre à la violence par la violence, parce qu'encore une fois, pour moi, ce n'est pas de la violence. Il ne s'agit pas de violence, il s'agit de défense. Quand on est agressé, comment on fait? On essaie de stopper la violence par la violence. On essaie de stopper la violence. Alors pour stopper la violence, il faut se défendre, effectivement, mais ne pas tomber dans cette logique de vengeance et de cercle vicieux de violence, c'est-à-dire que, comme disait Thomas, c'est pas parce que l'autre camp torture qu'il faut torturer. Mais là, vous parlez du point de vue de l'oppressé. Oui. Mais justement, ensuite, ça revient à la question des dominations de manière générale, plus globalement. Quand on parle de dominant-dominé, le but, qu'est-ce que c'est? Est-ce que le but, c'est de renverser cette domination pour en remettre une nouvelle? Ou le but, c'est justement de renverser toute domination et d'arriver justement d'égal à égal, d'instaurer une certaine égalité? C'est ça la réelle question. Et justement, dans toutes ces luttes de domination-dominée, c'est ça la question. Et ça revient, et je vais aller plus loin, même dans les sociétés ou dans les groupes de dominés, il y a des reproductions de domination. Et ça, c'est important, on l'oublie souvent, on parle des grandes lignes. Alors voilà, il y a un dominant, il y a un dominé, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. À l'intérieur même des groupes dominés, il y a des reproductions de domination, et on le voit envers les femmes, envers les enfants. C'est quelque chose, quand on regarde par exemple l'Algérie coloniale d'hier, maintenant de plus en plus, il y a des écrits justement sur la situation des femmes, la situation des enfants, mais c'est quelque chose qui est extrêmement lié. On ne peut pas occulter cette question de reproduction des dominations quand on parle de domination. Thomas Vescovi, vous gardez votre idée en tête. Je voudrais qu'on regarde un troisième extrait de The Great Debaters, s'il vous plaît, et on revient très rapidement. Why doesn't he say something? In Texas, they lynch Negroes. My teammates and I saw a man strung up by his neck and set on fire. We drove through a lynch mob, pressed our faces against the floorboard. I looked at my teammates. I saw the fear in their eyes. And worse, the shame. What was this Negro's crime that he should be hung without trial in a dark forest filled with fog? Was he a thief? Was he a killer? Or just a Negro? Was he a sharecropper? A preacher? Were his children waiting up for him? And who are we to just lie there and do nothing? No matter what he did, the mob was the criminal. But the law did nothing, just left us wondering why. My opponent says, nothing that erodes the rule of law can be moral. But there is no rule of law in the Jim Crow South, not when Negroes are denied housing, turned away from schools, hospitals, and not when we are lynched. St. Augustine said, an unjust law is no law at all, which means I have a right, even a duty, to resist. With violence or civil disobedience. You should pray I choose the latter. Donc là, on voit bien dans cette séquence qui rappelle donc la ségrégation de la population noire américaine qu'il y a une alternative et qu'il y a un choix. Et on voit bien que ce n'est pas donc la violence pour la violence,
Donc ici, c'est la désobéissance civile. Mais est-ce que finalement, la condition pour qu'on se trouve dans cette situation-là, c'est de ne pas avoir connu le bout du bout, c'est-à-dire vraiment la violence dans son paroxysme le plus optimal? Au-delà de ça, c'est d'abord de se demander finalement qu'est-ce qu'on vise. Martin Luther King, lorsqu'il meurt le 4 avril 68, vous avez aux États-Unis le président Johnson qui déclare que c'est un martyr de la nation. Vous avez les responsables sénateurs et Chambre des représentants qui disent clairement qu'il rend hommage. Quand Malcolm X meurt le 21 février 65, vous avez aux États-Unis le New York Times qui dit que c'est un démagogue irresponsable qui est mort. Et il faut comprendre les deux cas, à savoir que Malcolm X, qui cherchait avant tout, c'était de montrer l'hypocrisie des États américains du Nord qui avaient aboli la ségrégation et de dire que finalement vous êtes raciste quand même. Martin Luther King, lui, il milite avant tout dans les États du Sud ségrégationnistes, et ce qu'il souhaite, lui, c'est par la non-violence montrer aux Américains, dans un contexte de démocratisation de la télévision aux États-Unis, il souhaite montrer aux Américains que, regardez bien, la violence qu'on subit alors que nous, on est non-violents. Le problème aujourd'hui, c'est que quelque part, Martin Luther King, en restant figé sur cette position-là, je pense, selon moi en tout cas, Obama serait un petit peu sa victoire finalement. Il a permis aux Noirs d'avoir accès au système. Malcolm X remet en cause le système. Martin Luther King souhaite juste que les Noirs aient accès à ce système économique. Aujourd'hui, quelques chiffres intéressants. Aujourd'hui, vous avez, statistiquement parlant, plus d'Afro-Américains pauvres aujourd'hui qu'en 1960 aux États-Unis. 50% des bébés Afro-Américains aujourd'hui aux États-Unis naissent dans une famille sous seuil de pauvreté. Ça s'explique comment? Ça s'explique aussi, et dernier chiffre parce qu'il est quand même symptomatique, excusez-moi, mais c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a plus de Noirs aux États-Unis qui sont en prison sous liberté surveillée ou liberté conditionnelle que de Noirs soumis à l'esclavage en 1850. Parce que le système est raciste au fond. Et Malcolm X l'avait compris. Seulement, ce qui passe, c'est que forcément, et là on en revient d'ailleurs à un truc intéressant, c'est ce que Fatima dans le Muslim think tank précédent disait, il faut qu'on il faut qu'on soit capable de notre histoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si Malcolm X auprès des jeunes afro-américains, il a une espèce de regain d'intérêt, c'est parce qu'eux ont bien compris que Martin Luther King, ce qu'il apprécie d'abord, c'est la classe blanche américaine, avant tout. Parce qu'il a un discours très politiquement correct. Et moi, souvent, j'aime bien m'amuser quand je vais chez des gens et que je vois leur poster I Have a Dream. Je dis, qu'est-ce que tu sais de lui à part ça? Ils ne savent pas grand-chose, malheureusement. Alors que ça va au-delà de ça, Martin Luther King. On a une question dans le public adressée donc à Eliamine Soum et à Thomas Vescovi de la part d'Asma. Lorsque vous dites que la violence du dominé est toujours salvatrice, n'est-elle pas parfois un piège dans lequel le dominant enferme le dominé? Eliamine Soum. Oui, elle n'est pas toujours salvatrice, effectivement. Là, c'est intéressant puisque le cas des Afro-Américains, lorsqu'on regarde par exemple la mouvance des Black Panthers, on s'est aperçu qu'ils se sont fait avoir progressivement. Ils se sont fait infiltrer complètement. Ils se sont fait infiltrer progressivement par les services américains et que ça c'est voilà. En même temps, la violence marque des étapes. Si on prend par exemple l'esclavage sur le continent américain en général, puisqu'il a eu lieu quasiment sur l'ensemble des pays, il y a eu tout un tas de révoltes, ce qu'on appelait les marronnages, les cimarrones. En Haïti, qui a été le premier État noir au monde, qui d'ailleurs s'est inspiré des idéaux de la République française. Et ensuite, on a eu une esclave, la révolte des Malais en 1836 à Salvador de Bahia, dans le nord du Brésil, une révolte d'esclaves musulmans, Haoussa, issus du Nigeria, qui ont réussi à prendre la ville une journée. Une journée, ensuite, ils se sont fait avoir l'armement, enfin toutes ces choses-là. D'autres exemples, Madagascar, 1947, contre le système colonial, alors que Madagascar fournissait des vivres à la France occupée sous les nazis, eh bien c'est un Malgache sur 40 qui va mourir parce que l'armement, toutes ces choses-là, on sait que on ne fait pas le poids. Donc effectivement, il peut y avoir une difficulté, sauf qu'elle peut marquer des étapes. Elle peut marquer des étapes pour donc finalement, pour aller vers le caractère salvateur n'est pas une fin en soi, mais le fait de l'envisager comme tel, c'est une étape qui fait avancer et qui améliore les conditions. C'est une étape, et aujourd'hui, effectivement, on est moins dans ces rapports de violence directe, puisque les législations des États ont changé, on fait reculer le racisme, en tout cas d'un point de vue du discours. Le monde bouge de plus en plus avec l'aviation et puis la révolution numérique. Ceci étant dit, il y a une violence aujourd'hui qui est terrible, qui est celle des nouveaux acteurs internationaux, surtout des multinationales. C'est-à-dire qu'on arrive sur un territoire et on fait ce qu'on veut, on peut déréguler le droit des États. Et puis une violence avec la complicité des États. En France, fin des années 70-90, c'est répertorié dans un livre qui s'appelle Arabicide, il y a eu environ 200 personnes d'origine maghrébine qui ont été tuées par des policiers, avec très peu de sanctions. Ça a décliné après les années 90, ça c'est une violence qu'on peut qualifier d'État. Je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite ou des pays du Golfe, où la violence conjugale, elle est légitimée dans la Constitution, c'est-à-dire qu'on peut taper sa femme, et ça fait partie d'une violence d'État qui est légitimée. Et la kafala quand on est propriétaire de ces Tout à fait. Et donc là, la question se pose, c'est demain des mouvements sociaux, parce que lorsqu'on est traité comme un moins que rien, un esclave, eh bien, il y a la légitimité. Peut-être qu'aujourd'hui les espaces ne sont pas là, mais peut-être que demain, toutes ces petites mains qui travaillent et qui font la richesse de ces économies-là vont à un moment donné
se révolter quand les moyens seront réunis. Il y a tout un tas d'exemples comme ça dans l'histoire. Vous prenez l'histoire de Zanzibar, qui était une île sous domination notamment des Omanais, avec un esclavage des populations bantoues, des populations africaines. Eh bien, dès qu'il y a eu une possibilité, les populations sont rebellées. Elles ont fait un carnage dans les années 60 sur les Omanais, une partie de ces Omanais qui n'ont jamais voulu partager. Et ben voilà, ça c'est la violence d'un système, la violence symbolique lorsqu'on opprime une population. Voilà, donc il y a cette réalité-là qui aujourd'hui en plus est assez sournoise parce que les discours font qu'on on parle de terrorisme, etc., qui existe, enfin je veux dire ça existe. Il y a un habillage sémantique. Oui, sans nier la réalité, parce que ça existe. Il existe que des gens, le terrorisme, c'est une forme de lâcheté. C'est-à-dire que si on arrive avec une mitraillette, on n'est pas en train de négocier. Donc cette réalité-là existe, mais il ne faut pas nier les usages politiques et puis la violence sociale. La violence sociale, aujourd'hui, il y a des réponses concrètes à lui donner. Et là, c'est là où il y a un débat idéologique à avoir. Alors, face à cette violence sociale, on va regarder un dernier extrait. Est-ce que je peux juste Bien sûr, elle est là. C'est vraiment par rapport à cette dignité, à ce poids des violences et l'importance qu'on leur donne en tout cas. Et je trouve ça particulièrement intéressant, un exemple qui est vraiment flagrant pour le coup, c'est la question de la colonisation. C'est qu'il n'y a rien de plus simple en fait que de supprimer, d'abroger une loi ou de dire que ça n'existe plus. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple que de dire voilà, à partir d'aujourd'hui, la colonisation c'est terminé. Il faut voir ensuite ce qui se passe au niveau justement des violences symboliques. C'est-à-dire qu'officiellement, la colonisation, aujourd'hui, on sait qu'elle est terminée. Officieusement, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Quand on regarde, parce que c'est un système, la colonisation, ce n'est pas qu'une question de présence militaire, c'est tout un système économique, un système idéologique, un système politique, psychique, absolument, l'intériorisation des dominations. Ça aussi, c'est un autre problème. Une violence que l'on intègre et que l'on s'inflige à soi-même. Que l'on objective. Absolument. Donc la question de la communication également, je reviens à cette question de la communication, et là des chiffres qui sont pareil, vraiment révélateurs. Quand on parle du conflit syrien, encore une fois, on a tendance, c'est vrai que depuis plusieurs mois, on nous rabâche avec la question de Daesh. Alors ce n'est pas pour minimiser les terreurs que font Daesh sur le terrain, c'est plutôt pour dire qu'aujourd'hui, sur le terrain, en Syrie, 80% des morts sont tués par le gouvernement syrien. Donc 20% des morts, ce qui est terrible, ce n'est pas pour minimiser, sont tués par Daesh. Mais dans l'inconscient collectif, on est entièrement focalisé sur Daesh. Ça revient, aujourd'hui se rajoute, alors avant, il y a encore de ça quelques décennies, ça remonte pas à longtemps, les violences, si vous voulez, il n'y avait pas ce choix de montrer ou de ne pas montrer. C'est-à-dire que tout était plus ou moins ou invisible ou visible, en fait. C'était soit l'un, soit l'autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça. On le voit, encore une fois, avec cet exemple qui est vraiment... alors, 80% des morts en Syrie, qui le sait ? Qui aujourd'hui pourrait s'en douter ? C'est assez incroyable. C'est pareil avec les violences faites au quotidien en France. Aujourd'hui, on nous dit que la colonisation est terminée. Moi, je veux bien le croire, mais concrètement, quand on nous rabâche avec les lois concernant le voile, la burqa, quand aujourd'hui, le racisme, le rapport là, qui est sorti il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, sur la question des CV, justement, un CV qui a été présenté avec différents noms, un nom à consonance juive, absolument. C'est l'étude de Madame Valfort. Voilà, exactement. On se rend compte qu'en fait, on est encore complètement dedans. C'est-à-dire que rien n'a changé, même au niveau du système. Bien, on va conclure. Je sais qu'il y a tellement de choses encore intéressantes à dire. Vous avez un temps tout à l'heure avec le public, donc vous pourrez échanger de manière beaucoup plus dans la proximité. On va regarder un dernier extrait et sur celui-ci, on terminera en fait ce débat et puis on aura l'occasion de poursuivre ensuite dans les coulisses. Assalamu alaikum. أنا مرأة سورية تحملوني لأني راح أتعبكم بالمناظر وبالحكي اللي يعني حكيته وراح تحزنوا معي لأنه أنا عشت حياة كارثة بركان تدمير وتشتيت وقتل وذبح وحرق بيوت دمار يعني دمار كامل. الإنسان لازم ما يكون متسامح لأنه في رب هو يحاسب هو يعاقب هو ياخذ حقنا. ربنا هو كبير وهو يعرف ياخذ حقوقنا وإحنا كل ما تسامحنا أحسن مشان ننسى اللي صار فينا. يعني خلص بدنا نخلص عاد إحنا بدنا نسامح مشان نخلص. يعني ما بدنا يعني دم بدنا ناخذ بالثارات يعني ما عاد فينا.
يعني ما عاد فينا نتحمل أكثر من هيك. 3 سنين على قتل وعلى دم أبرياء عم تروح. كمان ما بدنا نتسامح. هو التسامح هو الحرية بذاتها، هو السلام التسامح. متى ما صفت القلوب خلص صفي كل شيء، ما عاد ظل في دمار.